Qu'est-ce qu'on parle quand on parle de menaces? De quoi on parle? Et puis Denis, je vous laisse vous présenter et compléter la... Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, Denis Boyer, je suis chargé de mission sensibilisation au sein de cybermalveillance.gouv.fr. Cybermalveillance.gouv.fr, c'est un groupement d'intérêt public qui a été créé il y a 7 ans, 8 ans maintenant, au sein de l'ANSSI. On va dire que l'ANSSI, c'est un peu notre grand frère, notre grande sœur. On parle à 3 publics de manière naturelle, que sont les particuliers, les professionnels, TPE, PME, les collectivités territoriales. Et on a 3 missions. Une mission d'assistance, c'est-à-dire aider toutes les victimes de cybermalveillance, pouvoir également faire de la sensibilisation et de la prévention, moi c'est mon métier, et l'observation du risque. Et ça, on le fait notamment grâce à nos parcours d'assistance aux victimes, qui maintenant est devenu le 17cyber.gouv.fr, qui a été lancé le 17 décembre 2024. Et on se rend compte, on a recueilli en 2024 420 000 demandes d'assistance. Donc 420 000 demandes d'assistance, qu'est-ce qu'on en fait? On regarde un peu ce qu'il y a dedans et on a catégorisé chez nous 51 cybermalveillances différentes, avec un scope très large. On va du spam jusqu'au rançongiciel. Donc la cybermalveillance, en fait, ce sont les cybermalveillances. Elles sont très nombreuses et on en dégage pas mal de chiffres de manière à pouvoir aider ces différents publics, d'abord à les sensibiliser et à les assister quand ils ont besoin. C'est un chiffre qui progresse? Alors c'est un chiffre qui progresse. Alors il progresse pourquoi? De différentes manières. Est-ce que Internet était moins sûr hier qu'aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Nous, maintenant, on commence à être plus connus. On s'est installé dans le paysage. Donc, les gens, maintenant, ont vraiment le réflexe de venir sur cybermalveillance.gouv.fr et lorsqu'ils ont besoin d'aide, sur 17cyber.gouv.fr. Alors, pour se donner quelques scénarios, quand même, effectivement, de malveillance, de typologie, de manière... on parle du conseiller bancaire. Alors, justement, on a sorti notre rapport d'activité. Si vous le voyez, vous pouvez venir le voir sur notre stand. Sur 420 000 demandes d'assistance, nous, on a catégorisé particuliers, professionnels et collectivités. Pour tout le monde, la première menace, et tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est l'hameçonnage. L'hameçonnage ne fait que progresser. C'est vraiment la première menace pour tous les publics. Et ça devient de plus en plus sophistiqué, en fait, quand même. Exactement. Mais par exemple, entre 2023 et 2024, on a plus 22% en volumétrie. Donc, ça ne fait que progresser. Par contre, ça se diversifie. Avant, l'hameçonnage, on en parlait, ça existe depuis plus de 20 ans, c'était le mail. Maintenant, l'hameçonnage, ce sont vos téléphones. Là, dans la salle, si je posais la question en disant qui parmi vous a reçu un SMS disant qu'il a eu une contravention, vous pouvez lever la main. Voilà, vous l'avez tous reçu. Avant, c'était le phishing Amélie pour la carte vitale. On a eu quoi? On a eu le droit aux zones critères, on a eu plein de choses. C'est la porte d'entrée, c'est chez nous ce qu'on appelle la mère des cybermalveillances. Et si on décline le phishing, une fois qu'on a récupéré tout ça, on va arriver au piratage de compte. Le piratage de compte, c'est la deuxième cybermalveillance pour les professionnels. La troisième, ce sera le rançongiciel. Le quatrième, ce sera le faux ordre de virement. Tu en as parlé déjà tout à l'heure. Et c'est quelque chose qui impacte énormément les professionnels. TPE, PME, grands groupes. Et la cinquième, ça va être quoi? Ça va être la violation de données. Et la violation de données, nous, c'était le phénomène 2024. Ça a été très, très massif. On a vu plus 82% en volumétrie pour les particuliers, et de manière globale, plus 72% pour la violation de données. Et tout le monde se souvient, en 2024, avoir eu notamment via Médis, Almeris, et fin 2024, l'opérateur Free. Donc on a eu des fuites de données massives, et tout cela, en fait, ces cybermalveillances, elles ont un peu un point commun. Elles reposent toutes, et ça tombe bien justement avec le sujet de la table ronde, elles reposent toutes sur l'identité, et sur le fait que quelqu'un essaye d'usurper l'identité, ou se fait passer pour un organisme ou pour une personne, de manière à faire de l'argent. Parce que la motivation des cybercriminels, de toute façon, est toujours la même. En général, c'est faire de l'argent. David Fota, donc, de l'unité nationale cyber. David, je te laisse compléter ta présentation et puis de nous parler de ces enjeux de signaler, enfin, l'opportunité qu'on a maintenant, grâce au 17 cyber, de pouvoir signaler toutes ces fraudes. Oui, merci. Bonjour à tous et à tous. Colonel David Fota, donc de l'unité nationale cyber et plus particulièrement en charge de la prévention dans le domaine du numérique et de la cybersécurité. Effectivement, c'est une bonne transition avec Denis, puisque le 17 Cyber est un outil qu'on a déployé et mis en œuvre avec cybermalveillance.gouv.fr et en lien avec le ministère de l'Intérieur, qui, on le souhaite en tout cas, deviendra le réflexe, comme vous avez le réflexe d'utiliser le téléphone et faire le 17 quand vous avez un problème pour contacter les forces de l'ordre, eh bien c'est d'aller en ligne et d'aller sur 17cyber.gouv.fr pour signaler toutes les problématiques liées aux problèmes cyber en général.
17 Cyber, c'est parti d'un constat, tout simplement que, et vous le vivez tous, Denis parlait de qui n'a pas reçu ce fameux SMS d'un colis qui est dans la mauvaise boîte aux lettres, par exemple. C'est un constat que plus 40% d'atteintes numériques en 5 ans, évolution constante depuis 5 ans, depuis qu'on mesure ces atteintes numériques. L'année 2024 encore est en hausse. Le chiffre, c'est plus de 280 000 atteintes numériques aux biens et aux personnes par an. Donc il est apparu bien sûr la nécessité de mettre en place un système, un outil pour justement vous aider tout citoyen à faire face à ces attaques et puis surtout vous accompagner sur quoi faire, comment réagir, comment ne pas réagir, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire surtout. Donc en fait de 17 Cyber, vous vous connectez, vous avez un diagnostic en ligne. Alors il s'adresse aux particuliers, il s'adresse aux entreprises, aux collectivités. Et puis vous pouvez passer sur le stand de gendarmerie, vous verrez une démonstration, vous pourrez même tester l'outil. Vous faites un propre diagnostic par rapport à la problématique que vous rencontrez. On vous donne des conseils. Et puis à terme, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez rentrer directement en contact avec un gendarme ou un policier, bien sûr, puisque le 17 Cyber, c'est ministériel, en fonction de votre lieu d'habitation. Et puis vous avez en face de vous un gendarme ou un policier par chat, qui répondra ou qui essayera de répondre à vos questions et en tout cas vous aidera et vous aiguillera vers le bon service pour vous aider à résoudre éventuellement le problème. Le service ne va pas jusqu'au dépôt de plainte ou Alors aujourd'hui le service ne va pas jusqu'au dépôt de plainte. L'idée c'est si effectivement il y a nécessité de déposer une plainte, qu'on vous aiguille vers le bon service, vers la bonne plateforme pour déposer plainte. Donc on voit effectivement que le sujet touche tout le monde aujourd'hui et on n'a pas fini d'en parler parce que ça va s'accroître encore plus. Nolwenn Lester, donc d'Almont. Nolwenn, je te laisse compléter ta présentation sur qui est Almont et ton rôle au sein de cette entreprise. Et puis on essaiera avec toi de comprendre effectivement quels sont les opérateurs qui peuvent intervenir sur cet enjeu. Oui. Bonjour à tous, je suis Nolwenn Lester, en charge de la direction des opérations du groupe Almond, qui est un pure player de cybersécurité, des services de cybersécurité. On est 450 en France avec des ambitions de développement en Europe. Et puis j'ai la chance de présider la commission cyber de Numéum, qui est le syndicat professionnel qui regroupe 85% des acteurs des services d'édition logicielle numérique en France. Donc pour répondre à la question et peut-être pour faire le lien aussi, pourquoi est-ce qu'on on va parler pas mal d'identité et de gestion des accès par la suite, c'est qu'autour du sujet de la fraude, finalement, on va assez vite arriver à comment est-ce qu'on arrive à s'assurer que la personne, l'objet, l'identité qui se connecte, qui veut se connecter est bonne et légitime, etc. Et ça, c'était déjà pas simple avant et ça risque de l'être de moins en moins parce que la diversité des types d'identité, notamment avec l'émergence de l'IoT, du zéro trust, etc., amène de la richesse et de la complexité. Parce qu'on parle d'identité dans une entreprise, dans ses usages du quotidien. Donc c'est vrai que c'est foisonnant en fait. Oui, tout à fait. L'identité, c'est un employé, c'est un objet connecté, c'est un partenaire, mais ça peut aussi être un objet connecté. Et évidemment, on ne va pas apporter les mêmes réponses ni technologiques, ni organisationnelles, et on n'est pas non plus soumis aux mêmes contraintes réglementaires qu'on parle d'un thème ou un autre. Parce que dans le constat, on voit aussi que ce sujet-là, dans les organisations, il est aussi très immature souvent, de savoir qui est vraiment sensible à cette logique de risque dans les organisations. Oui, alors justement, donc, pour répondre à la question sur qui sont les acteurs, déjà, quels sont les besoins donc les besoins sont là aussi très hétérogènes. On constate que certains secteurs d'activité, grosses entreprises et certains secteurs d'activité sont un petit peu plus matures que d'autres autour de ces sujets. C'est normal, ils se sont posés les questions plus tôt, ils ont été aussi soumis à une pression réglementaire plus forte. Pour autant, souvent, ils ne couvrent pas tout le périmètre de leurs identités. Et donc, on continue d'avoir beaucoup de sujets autour de ces sujets-là chez ces acteurs-là. Et si on zoome un petit peu, on essaie de segmenter la problématique. On a d'un côté, on va dire, les besoins récurrents sur lesquels on a déjà des réponses, mais qui sont, de notre point de vue, plutôt partielles à date, autour de la gestion du cycle de vie des identités,
autour du contrôle et de la recertification des droits et autour de l'automatisation et de l'orchestration. Donc, et souvent, les réponses qui sont apportées sont des réponses assez sur mesure, assez spécifiques au contexte applicatif d'une entreprise, voire même d'un morceau d'une entreprise, qui font parfois des choix de plateforme uniques, parfois hétérogènes. Et en face de ça, justement, et c'est un peu le mouvement, le sujet auquel il faut qu'on arrive à collectivement répondre, c'est qu'il y a une attente et un besoin de modèles plus industrialisés, plus fluides, qui permettent donc du coup à la fois de faire plus de détails pour aller au plus proche de l'utilisateur et de l'identité qui puisse donner juste l'attribut qu'il veut donner et puis lui-même légitimer son identité, et dans le même temps des contraintes réglementaires qui poussent à des exigences de démonstration que on peut montrer qu'on a bien vérifié l'authenticité de tel ou tel utilisateur. Et ça nécessite une centralisation qui est un petit peu qui va pas dans le même sens. Donc ça apporte une complexité. Et un foisonnement de technologies qui arrive pour répondre à ces contraintes réglementaires, que ce soit à l'échelle européenne, qui est aussi complexe. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, on pourrait d'un côté se dire que d'un point de vue de l'édition logicielle, on a déjà des solutions sur le marché qui existent, qui sont matures, avec des grandes plateformes, etc. Et en même temps, on voit qu'elles ne répondent pas à toutes les exigences du marché, qui ne sont pas que des exigences fonctionnelles, qui sont aussi des exigences organisationnelles, parce que souvent, ce sont des solutions qui peuvent être complexes à mettre en œuvre. Et du coup, là, si je bascule sur on va dire le marché du service, on peut collectivement partager le fait que historiquement, ce n'est pas des projets toujours simples à mettre en œuvre, qui nécessitent des gros niveaux d'expertise, de développement, alors que ce n'est pas toujours la nature des équipes d'intégrateurs classiques de cybersécurité. On est sur des sujets qui sont un peu à la frontière entre la cyber et le reste. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que là, il y a des solutions qui émergent, puis on en parlera sûrement tout à l'heure avec Memority, qui justement permettent de faire la jonction entre les mondes et finalement de développer un niveau d'abstraction et de simplification qui fait qu'on peut gagner des étapes dans le déploiement avec des solutions qui sont plus faciles à mettre en œuvre et surtout plus interopérables avec l'écosystème. La bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a un cadre réglementaire qui impose des choses aux organisations et qu'il va falloir aussi s'aligner de manière pour être conforme à ces enjeux de réglementation. Alors oui, c'est une très bonne nouvelle. C'est du management sous la contrainte, mais c'est une très bonne nouvelle. Et surtout, ces référentiels, qu'on parle de NIS 2, ou plus largement de tous les référentiels qui sont en train d'être discutés autour du projet de loi résilience, mais même les règlements préalables, elles ont notamment un bénéfice fort, c'est qu'elles obligent à réfléchir écosystème. Et ça, évidemment, c'est un facteur clé de succès quand on parle d'identité. Que ce soit DORA sur le secteur financier ou NIS 2, en fait, ça oblige à se poser la question du risque ou de la résilience. Après, chacun a ses drivers, mais sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, et donc de s'intéresser à ses fournisseurs, de s'intéresser à ses clients. Et finalement, quand on parle d'identité, on parle d'enjeu de confiance, quoi. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'investir dans un projet d'identité ou vraiment traiter ce sujet des accès, eh bien, à la fin, ça permet d'objectiver la confiance et du coup d'aller chercher des gains de compétitivité vis-à-vis de son Il y a quand même aussi stratégiquement une clé de lecture qui doit être différente, c'est que l'identité numérique est un actif pour l'entreprise, pour l'utilisateur, le consommateur, et non pas, ça ne doit être pas nécessairement perçu que comme une contrainte qu'on doit effectivement gérer au niveau de l'entreprise. C'est qu'on arrive à préserver cet actif, quels que soient les usages. C'est pour ça que ça ne peut jamais être qu'un projet technique. Ce sont forcément des projets qui doivent engager à la fois les directions métiers dans les entreprises, mais les utilisateurs finaux, et qui va avec, je pense que c'est hyper intéressant qu'on ait cybermalveillance.gouv.fr dans la table ronde, parce qu'au bout du bout, il faut que ça serve aussi à se poser la question de c'est quoi un attribut qu'on veut partager, sur la base de quoi on veut légitimer un utilisateur, et que l'utilisateur se pose bien les questions et aussi le recul de comprendre pourquoi ce qu'on lui demande c'est OK ou pas OK,
Donc ça fait, voilà, tout ça c'est un tout. Alors, Denis, David, aujourd'hui, effectivement, on vous sollicite quand c'est souvent trop tard. Alors, bien évidemment, vous arrivez en amont sur la prévention, mais quand on parle des opérateurs du marché aujourd'hui, des gens qui peuvent aider à amener des solutions ou des gens qui peuvent aider à remédier un problème, est-ce qu'aujourd'hui vous partagez cette logique de complexité sur le qui fait quoi? C'est quoi votre... Alors justement, nous, on a un petit peu l'habitude chez cybermalveillance.gouv.fr. Depuis longtemps, on s'est dit, c'est bien de donner des conseils, c'est bien d'orienter vers d'autres, mais des fois, on a besoin de quelqu'un qui mette directement les mains dans le système d'information. Donc on a deux types d'intervenants chez nous. On a 1200 prestataires référencés qui sont là un peu pour tout le monde, qu'on soit particulier ou professionnel. C'est un peu nos pompiers du feu. C'est en gros, j'ai un problème, j'ai une cybermalveillance et j'ai besoin de quelqu'un qui ait la capacité d'agir sur mon système d'information. Et le deuxième dispositif, c'est le dispositif Expert Cyber, qui là est uniquement pour les professionnels. Ils seront 200 sur le territoire national et peuvent être mobilisés en termes d'installation, de maintenance ou de rémédiation. Donc pour nous, c'est la réponse que l'on a pu apporter en amenant des gens qui soient clairement identifiés par leur capacité, notamment les experts cyber, qui font l'objet d'une labellisation qui est valable 2 ans. On peut garantir que si vous faites appel à un expert cyber, ce sera quelqu'un qui saura, dans son domaine d'expertise, agir sur les systèmes d'information. Et ça, on a pu aussi l'intégrer parmi les solutions offertes au public dans 17cyber.gouv.fr. Et ce sont aussi des experts qui sont utilisés au sein des CSIRT régionaux, qui ont été notamment incubés au sein de l'ANSSI. Donc voilà, donc nous, c'est notre réponse en termes de professionnels. Mais c'est une réponse de professionnels et pas forcément de solutions techniques ou logicielles. David, un regard sur la réponse publique aujourd'hui sur ces sujets-là? Alors, notre position, c'est déjà d'alerter, de donner une maturité cyber aux entreprises. Alors, notre cible, gendarmerie, on est, vous le savez, sur des territoires. Donc, on cible essentiellement les collectivités, les TPE, PME, un peu les ETI, moins les grands groupes, parce qu'ils sont déjà bien sensibilisés aux risques et aux problématiques cyber. Mais en fait, la problématique, c'est surtout d'accompagner ces entreprises, ces collectivités, et les faire monter en gamme pour que, tout simplement, ils aient la conscience du risque cyber. Donc, pour ce faire, on s'appuie sur notre maillage, et puis toutes les brigades que vous pouvez solliciter, brigades de gendarmerie, bien sûr, la police fait la même chose, mais peuvent vous accompagner dans vos entreprises, dans les collectivités, pour faire un diagnostic cyber chez vous, gratuit évidemment, on a un service de l'État, pour tout simplement vérifier les failles. Et là, on parle de failles de haut niveau, on ne rentre pas dans le système, on ne fait pas un diagnostic poussé de vos systèmes, mais on vous alerte juste sur, attention, vous avez des problèmes de sauvegarde, vous avez des problèmes sur tel domaine, vous ne respectez pas éventuellement le RGPD. C'est des choses très basiques, mais on se rend compte quand même que les basiques, encore aujourd'hui, ne sont pas connus. Et quand on parle de l'écosystème, même l'écosystème n'est pas connu ou pas bien identifié par ce type d'acteurs. Merci. Alors, on va effectivement rentrer sur des enjeux aussi opérationnels et technologiques. Pierre Chassigneux, donc, tu es le pilote de BeConnect. Donc déjà, j'en serais ravi d'en apprendre plus sur le rôle de BeConnect. C'est quand même qui émerge aujourd'hui d'un écosystème qui est assez sensible à ces sujets de confiance et d'identité numérique. Bonjour à tous. BeConnect, c'est une JV entre les 5 plus grandes banques françaises, BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole LCL, Crédit Mutuel CIC, Société Générale. Donc, BeConnect, en fait, c'est la réutilisation des assets que les banques ont déployés dans le cadre de la DSP2. Alors, désolé pour tous ces acronymes, je vais dire les choses très simplement. Vous utilisez tous, quasiment toutes les semaines, votre application d'authentification bancaire pour sécuriser vos paiements par carte sur Internet. Voilà. Donc, j'étais un ancien numéro 2 du groupement des cartes bancaires et j'ai eu l'honneur de piloter ce projet-là il y a un certain nombre d'années. Et quand on a lancé ce projet de sécurisation des paiements par carte sur Internet, je me suis dit, mais cette énorme infrastructure d'authentification qui fait 2 milliards d'authentifications par an pour votre information. Quand on a déployé cette solution, je me suis dit, mais finalement, pourquoi on ne réutiliserait pas tout ou partie de cette infrastructure, non pas pour sécuriser uniquement les paiements, le check-out, mais aussi les entrées en relation, le check-in ou le login. Vous voyez, l'idée, elle est toute simple, elle vient de là. Derrière, il a fallu convaincre les banques pour qu'elles se joignent entre elles, parce que pour être fort sur des sujets comme ça, il faut être ensemble. Et ça a conduit à la création de la société BeConnect. Et la force de BeConnect, c'est qu'il y a 42 millions de Français, entre nous, qui ont déjà BeConnect dans la poche, sans le savoir. Pourquoi sans le savoir? Parce que vous n'aurez aucune application à télécharger, vous n'aurez pas d'e-KYC à faire. En quelques secondes, vous pourrez créer, à la rentrée prochaine, en septembre,
votre compte BeConnect depuis votre application bancaire. Vous aurez un bandeau promotionnel, fini les mots de passe, je vais y revenir, qui vous permettra, donc je dis bien en quelques clics, de créer votre compte BeConnect et ensuite d'utiliser BeConnect sur tous les sites. Et nous allons faire en sorte que ce soit des milliers de sites qui intègrent le bouton BeConnect. Et la force de BeConnect, c'est plus jamais de mots de passe. Les mots de passe en France, c'est entre 50 et 60 milliards de saisies de mots de passe chaque année. C'est un vrai calvaire en termes de parcours utilisateur. Je pense qu'il y en a peut-être, si celui qui trouve que c'est bien lève le doigt. C'est un véritable calvaire en termes d'expérience utilisateur. Et comme viennent de le dire David et Denis, en termes de sécurité, mais ça ne vaut strictement rien. C'est-à-dire, même si vous choisissez le plus compliqué des mots de passe, de par le caractère rejouable des mots de passe, en termes de sécurité, ça ne vaut strictement rien. Donc le sujet pour nous, et nous on est des opérationnels, des pragmatiques, c'est ne plus jamais utiliser de mots de passe. Donc est-ce qu'il y a aujourd'hui des solutions sur le marché qui me permettent d'utiliser, de se passer des mots de passe? Non. Aujourd'hui, il n'y en a pas, ou très peu, de manière complètement marginale. BeConnect, c'est l'ambition, et c'est une réalité, de vous offrir dès la rentrée prochaine une solution d'authentification universelle, fluide et sans mot de passe. Et souveraine. Et souveraine. Je reviendrai sur ces aspects de souveraineté. Sur le sujet de facilité. Pourquoi? Parce que nous avons développé, grâce à la société Memority, et je pense que Francis y reviendra, un moteur d'intelligence artificielle qui va vous permettre, dans 80%, en simplement cliquant sur le bouton BeConnect, d'accéder à votre compte client sur un site e-commerce ou votre service Internet. Vous n'aurez même pas à saisir de login. Il suffira simplement, dans 80% des cas, que vous cliquiez sur le bouton BeConnect pour accéder en toute sécurité, et j'insiste sur ce point, à votre service Internet. Dans les 20% restants, c'est que le modèle de scoring, d'intelligence artificielle, aura détecté soit que c'est un nouvel appareil, soit que c'est une adresse IP différente, que vous êtes dans un pays sur lequel vous n'avez pas l'habitude d'être, dans lequel vous n'avez pas l'habitude d'être, et à ce moment-là, il y aura une petite lanterne, entre guillemets, et à ce moment-là, automatiquement, on passera la main à l'application d'authentification bancaire que vous avez déjà dans votre smartphone. C'est ça la force de BeConnect, c'est dès on détecte un risque, automatiquement, si vous êtes avec votre smartphone, vous n'aurez strictement rien à faire, c'est-à-dire que l'application d'authentification bancaire s'ouvrira, vous aurez juste à faire un Face ID ou un Touch ID et vous accéderez ensuite à votre service dans uniquement, en moyenne, 20% des cas. Donc ça, c'est fondamental parce que ce qu'on sait, pour être un ancien expert de la cybersécurité, c'est que quand il s'agit de faire le choix entre la fluidité et la sécurité, le choix des citoyens, des utilisateurs, se fait toujours au détriment de la sécurité. Voilà. Donc ça, c'est un point fondamental. Aujourd'hui, il existe des solutions plus fluides que je vais appeler les social login, mais ce sont entre guillemets des SSO, c'est-à-dire on a un mot de passe unique. En termes de sécurité, c'est encore pire. Voilà. Et à part ça, eh bien, on n'a pas d'autre solution. Ce qui est important aussi de bien comprendre, c'est que, et je crois qu'on en est tous conscients depuis quelques semaines maintenant, on a un véritable enjeu, un contexte géopolitique qui plaide en faveur d'une souveraineté numérique renforcée. Voilà. L'entrée en relation, je le disais, entre 50 et 60 milliards d'entrées en relation, c'est un enjeu de souveraineté. Moi, j'ai bien connu les enjeux de souveraineté sur les paiements. On est du même ordre d'enjeu sur l'entrée en relation, sur le check-in versus le check-out. Donc, le fait d'avoir, et on va en discuter avec Memority, des acteurs qui sont capables de maîtriser complètement la technologie sous-jacente de ce dont je viens de parler, c'est absolument fondamental. Nous avons fait le choix aussi, avec BeConnect, d'utiliser un hyperscaler de confiance, au travers de la société Sens, qui va obtenir dans les prochains mois la certification Secnum Cloud. Donc nous avons Thales également qui nous accompagne sur tout le volet sécuritaire. Nous avons fait des choix de partenaires qui vont permettre, je dirais, de mettre en avant cette dimension de confiance. Il ne suffit pas de dire on est un acteur de confiance, il faut aussi apporter des preuves tangibles à cette dimension-là, et c'est ce que nous avons fait depuis le début, je dirais, de cette aventure. Donc aujourd'hui, retenez que BeConnect, ça a la volonté, c'est une solution B2C, elle sera gratuite pour nous tous. Les 42 millions de personnes
pourront bénéficier dès la rentrée prochaine gratuitement de BeConnect de manière durable. Les fournisseurs de services, les sites e-commerce, les utilities, etc., qui vont intégrer le bouton BeConnect, il y aura un modèle économique pour eux. L'objectif de ce modèle économique, c'est qu'il soit rentable, c'est-à-dire qu'il y ait un retour sur investissement, notamment pour les e-commerçants, qui permettent à ces acteurs-là de dire, effectivement, vu le modèle économique proposé par BeConnect, j'ai intérêt à le prendre. Pourquoi? Juste un exemple. Quand on rencontre, et Dieu sait qu'on rencontre beaucoup d'acteurs du e-commerce, vous avez 25% d'abandon de panier qui sont liés à un mot de passe oublié. 25% d'abandon de panier. Vous imaginez ce que ça peut représenter en perte de chiffre d'affaires pour ces acteurs. Et vous avez encore 15% d'abandon de panier qui sont liés au processus d'authentification lors du paiement. Et la force de BeConnect, c'est que bien sûr, il n'y a plus de mot de passe, donc on n'aura plus d'abandon de panier pour mot de passe oublié. Et puis au moment du paiement, comme on vient un peu du monde du paiement, on a fait le lien entre le check-in et le check-out. J'expliquerai simplement, je suis sur le site d'un grand e-commerçant, j'accède à mon compte client avec BeConnect. Si derrière je paye par carte, quel que soit le réseau carte, je vais envoyer le score BeConnect au système de paiement qui va l'intégrer et qui va donc augmenter le taux de frictionless. Vous savez que quand vous faites un achat par carte, vous n'êtes pas toujours authentifié par votre banque. C'est en moyenne une chance sur deux, ou une malchance sur deux, peu importe. Eh bien là, on va passer d'un cas sur deux à environ, je dirais, un cas sur trois où on sera authentifié par sa banque. Donc on va augmenter le taux de frictionless et donc dans le jargon, on dit on va augmenter le taux de transformation et le taux de transformation, c'est la clé des e-commerçants. Donc voilà la raison pour laquelle on est tout à fait confiant sur le fait que ce modèle économique, parce que toutes les solutions qui n'intègrent pas une dimension de modèle économique ne verront jamais le jour. Les investissements dont je parle derrière une solution comme BeConnect, ils sont importants. Donc si vous n'avez pas un modèle économique qui tient la route, ce n'est même pas la peine de discuter, de perdre du temps avec les acteurs concernés. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes très optimistes. Notre volonté, c'est de faire que dans les 4 ou 5 prochaines années, nous traitions au moins 1 milliard de transactions d'authentification grâce à BeConnect. Merci beaucoup Pierre. Francis Grégoire, Memority. Donc, je te laisse nous présenter Memority. Bonjour à toutes et toutes, Francis Grégoire, donc directeur général de Memority. Je suis en charge de tout ce qui est stratégie, technologie, innovation au sein de Memority. En Memority, en quelques mots, notre leitmotiv, c'est l'Identity Factory à 360 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Memority, c'est un éditeur en SaaS, une plateforme qui permet de couvrir toutes les identités numériques qui ont besoin d'accéder au système d'information. Donc d'abord les identités humaines, donc on va parler des employés, des partenaires de l'entreprise, des clients finaux de l'entreprise, mais aussi tout ce qui est identité non humaine. Et derrière les identités non humaines, on va mettre tout ce qui est objets connectés, mais aussi les comptes de service, les comptes applicatifs, les comptes techniques, enfin, tout compte qui permet d'accéder à une ressource du système d'information, qu'elle soit on-premise ou dans le cloud. La particularité de Memority, c'est qu'elle va couvrir toutes les spécificités, les domaines de l'IAM, donc la gestion du cycle de vie de l'identité, de la création jusqu'à sa disparition du système d'information et l'habilitation aux ressources auxquelles elle a besoin d'accéder, mais aussi l'authentification, l'autorisation au moment où l'identité essaie d'accéder à une ressource particulière, et aussi les moyens d'authentification à gérer qui permettent effectivement d'aller du simple login mot de passe à des step-up d'authentification avec des moyens multifactoriels pour s'assurer de l'identité qui est derrière le device. L'une des particularités encore de Memority, c'est pour rebondir sur ce que tu disais Nolwenn, c'est la personnalisation en fait de la plateforme. En fait, l'idée c'est de pouvoir personnaliser de manière très très fine tout le cycle de vie, tous les accès qui sont faits en fonction des besoins de l'entreprise. Et là, c'est effectivement très très fort, puisque comme on gère différents types d'identités, quand vous gérez l'identité dans le cadre de BeConnect pour du B2C, en fait, c'est complètement différent de gérer l'identité d'un employé en usine, d'un employé col blanc dans une grande entreprise, ou de fournisseurs qui accèdent au système d'une entreprise tierce. Donc c'est vraiment des choses à prendre de manière très spécifique, soit directement dans nos interfaces graphiques, soit directement en mode API à travers des applications métiers. Et l'une des particularités aussi, c'est que Memority, c'est une société française, 100% française, développée donc en France, opérée en France et hébergée en France sur 2 types de cloud providers. Donc le premier, c'est Sens, effectivement, qui est un des futurs clouds de confiance, qui va être Secnum Cloud. Et nous-mêmes, on est en train de travailler avec l'ANSSI pour obtenir la qualification Secnum Cloud au niveau SaaS sur le périmètre Sens, parce qu'on a aussi un autre cloud provider qui est AWS, qui lui
n'est absolument pas souverain, absolument pas cloud de confiance, mais qui a la particularité aussi de répondre à des enjeux pour des grands comptes mondialement, où en fait, effectivement, on a des clients type Valeo, Safran, Total Energy, qui ont d'autres enjeux que simplement la souveraineté. Bon, une petite histoire, parce que l'entreprise est aussi drivée par 2 entrepreneurs brillants qui ont souhaité, effectivement, Gilles qui est là, qui ont souhaité racheter cette société. Oui, alors pour la petite histoire, effectivement, Memor-IT a été créé en 2014 en tant que filiale d'une société de services, mais déjà éditeur de logiciels, donc avec Gilles Casteran ici présent. On avait fondé en 2014 et elle a été rachetée en 2017 par Accenture. Donc on est passé sous le giron américain. Accenture qui a beaucoup investi sur cette plateforme pour la mettre à l'état de l'art en termes de technologie, donc cloud native, microservices, hautement scalable. On gère des dizaines de millions d'identités, donc on est capable de répondre aux enjeux de BeConnect. Ça, c'était important. Pour information, par exemple, on gère tous les véhicules connectés, les clients finaux de Stellantis, les 11 marques, donc c'est aussi bien les marques françaises que italiennes que américaines. Et on a fait un carve-out en 2023, donc de Memor-IT pour société rachetée par Gilles et moi-même, justement, pour qu'elle redevienne française. Alors, pourquoi ce carve-out, en fait, puisqu'on était chez Accenture? Pour différentes raisons. Le business model n'a rien à voir, société de services, éditeur de logiciels. Accenture qui travaille aussi avec tous nos concurrents, puisqu'en fait, ils sont partenaires de toutes les solutions d'IAM. Et aussi l'objectif pour nous de pouvoir répondre à des enjeux de souveraineté auxquels Accenture ne pouvait pas répondre. Et donc ça faisait plus sens à la fois pour Accenture et pour Memor-IT de se séparer. Et donc depuis une vingtaine de mois, effectivement, on est devenu complètement indépendant. Et on est passé d'une société de 30 personnes à près de 100 personnes, donc en forte croissance. Merci. Nolwenn, sur le sujet de l'identité, c'est une opportunité de sortir le sujet que de la sphère IT, en fait. Oui, je trouve que on l'a un petit peu dit déjà, en fait, c'est un sujet de business pour BeConnect, et dans les entreprises, l'identité, c'est pas juste l'identité des employés, c'est l'identité de ses partenaires, ses clients, voire des clients de ses clients, et donc c'est un sujet pour sécuriser, pour la confiance, mais c'est pas un sujet qui peut se traiter comme un projet technique classique dans le scope de la DSI, et dans le run, ça doit aussi embarquer tous les métiers, donc le business, les RH, après ça dépend les applications. Et c'est là où il y a quand même encore beaucoup de travail là-dessus. Et il y a beaucoup de travail, mais du coup, comme dans tout, il y a à la fois, voilà, ça c'est la vision contrainte. Moi j'aime bien la vision opportunité, donc qui est une façon en fait d'accélérer aussi la pédagogie, d'expliquer à quoi ça sert la cybersécurité, et finalement derrière les identités de pouvoir tirer le fil aussi d'autres sujets de protection, de cyberdéfense, etc. Et d'utiliser cette thématique-là pour encore augmenter la pédagogie, la prise de conscience de façon transverse, dans les COMEX, de façon vraiment beaucoup plus déployée en entreprise, de à quoi ça sert de faire de la cybersécurité. Ça sert à aller plus vite sur la digitalisation, et donc ça sert à aller faire des gains, aller chercher des opportunités de compétitivité, de la confiance dans un marché qui est en effet où le numérique, c'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Draghi, qui est le numérique, qui est quand même le levier numéro 1 pour faire de l'Europe l'acteur qu'il doit être, et on a besoin du coup d'avoir un numérique de confiance. Et les identités, c'est quand même un pilier majeur de la confiance. Alors Denis David, en France, en citoyen, on a la chance d'avoir France Connect, aussi, qui est une initiative publique, qui nous a permis effectivement d'améliorer les services de connexion interservices, CNAM et autres. Est-ce que tu as d'autres exemples Acima déjà, de partenariats public-privé pour créer un peu la meilleure synergie dans l'écosystème? Alors en tout cas chez nous, c'est dans notre ADN. Acima, donc cybermalveillance.gouv.fr, c'est 64 membres issus du public et du privé qui marchent main dans la main. Donc nous faisons beaucoup d'actions. Alors beaucoup de choses sont basées quand même sur la prévention et la sensibilisation. Parce que ça, c'est quelque chose qui est agnostique, et c'est quelque chose dont tout le monde a besoin, aussi bien en tant que particulier qu'en tant que professionnel. Mais voilà, nous, on a à la fois des grands groupes. Tout à l'heure, j'ai entendu par exemple AWS, Google, on a une banque comme BNP. On a aussi des plus petits acteurs. On a des gens le côté numérique pour les collectivités territoriales. On a IA Enfance. Et de l'autre côté, on a les grands ministères régaliens. Donc, ministère de l'Intérieur, éducation et tout ça. Donc, on a vraiment des partenariats publics-privés qui sont vraiment forts. Et pour le coup,
ça marche bien, puisque dans la prévention et la sensibilisation, tout le monde a les besoins. On parlait d'identité, et tout à l'heure, Nolwenn en a parlé, mais la prévention et la sensibilisation, elle doit se faire à tous les niveaux. Quand on parle aux professionnels, on parle d'abord aux particuliers avant de parler aux professionnels. On l'accroche parce que les sujets sont les mêmes. Quand le fait de recevoir un message, c'est d'expliquer, par exemple, de ne pas cliquer sur n'importe quoi et de se dire que est-ce que c'est normal que je le reçoive, et dès qu'on demande une action de ma part, je dois y réfléchir à 2 fois avant de la faire. Ça, ce sont des gestes d'hygiène numérique. Et ces gestes d'hygiène numérique, on doit les décliner et les expliquer dès le début, dès l'école. On doit continuer dans le parcours de la personne en tant que particulier et dans le côté professionnel. Il ne faut pas que ce soit considéré comme étant une contrainte. On doit intégrer en fait des mesures de sécurité à 3 niveaux. Elles sont techniques, elles sont organisationnelles, elles sont humaines. Et on doit taper dans ces 3 mesures pour réduire les risques cyber. Alors le fait d'avoir un bouton de connexion qui permette justement d'authentifier de manière forte, eh bien effectivement, on va enlever une problématique d'usurpation de l'identité. Donc tout est bon à prendre. Est-ce qu'on ne va pas déresponsabiliser l'utilisateur? Alors en fait, il faut faire l'un et l'autre. Il ne faut jamais oublier à la base qu'on a en face des gens qui sont là pour faire de l'argent et qui vont toujours trouver un moyen dévié pour trouver la possibilité de faire de l'argent. Quand on parle d'escroquerie, en termes pénals, on donne des choses, c'est usurpation d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie, et le législateur, il a dit, ou toute autre manœuvre frauduleuse. Parce qu'ils ne pouvaient pas tout mettre dans un même sac, ils ne pouvaient pas toutes les lister. Donc les escrocs, ils arriveront toujours à trouver un moyen. Donc si on arrive à avoir un moyen technique, sans oublier le côté humain, la sensibilisation, et le côté organisationnel, c'est-à-dire la vérification et l'authentification d'un émetteur, notamment dans le cadre d'un ordre de virement, eh bien là, on pourra réduire les risques cyber. Donc tout est bon à prendre. David, le sujet de la prévention, dès le plus jeune âge, d'ailleurs, côté gendarmerie et police, vous allez dans les... Oui, c'est un peu notre ADN. Effectivement, on a ce qu'on appelle le permis Internet, qu'on gère avec AXA, mais on va toucher, on essaye d'aller toucher les plus jeunes. L'hygiène numérique, c'est un peu ce qu'on essaye de faire passer. On sait que c'est compliqué quand on doit expliquer la problématique des mots de passe, qu'on doit avoir un mot de passe par contre, qu'il doit être complexe, on a beau l'expliquer, on a beau faire de la pédagogie, on veut surtout pas culpabiliser, même si on sait que 70% des attaques, ou en tout cas des problématiques liées aux attaques, c'est des problématiques humaines. C'est l'humain qui en est parfois la cause, et la plupart du temps, c'est aussi une problématique de login mot de passe. Donc la pédagogie ne fait pas tout, et effectivement il faut, on l'appelle vulgairement, une expérience utilisateur qui soit simple, et dès l'instant où on complexifie, on crée des failles. Ça a été dit par Pierre. Donc l'idée de simplifier, voilà, avec un bouton, mais peu importe. Alors après, on sait que tout peut être contourné. DSP2 a été contourné, on fait de l'ingénierie sociale et on trouve d'autres moyens d'attaquer. Et ce sera un jeu permanent du chat et de la souris, ou du gendarme et du voleur. Mais en tout cas, il faut essayer de mieux protéger nos citoyens, et ça peut être une bonne solution. Pierre, tu voulais réagir? Oui, par rapport à ce que disait David sur le sujet de l'ingénierie sociale. Et effectivement, en fait, le maillon faible dans toutes ces solutions assez sophistiquées, c'est toujours nous. Voilà, quand on voit la sophistication, je dirais, des attaques d'aujourd'hui, la capacité qu'ont les fraudeurs à s'adapter à ces environnements et à se faire passer, entre guillemets, pour leur conseiller bancaire ou pour une personne de confiance, finalement, parce que c'est ça l'enjeu. La social engineering, c'est faire croire à la personne qu'on a en face qu'on est une personne de confiance, un acteur de confiance, et donc on va lui faire faire, finalement, des choses qu'elle ne devrait pas faire. Et ce que je vais vous dire, c'est un peu contre-intuitif. Moi, j'ai piloté la lutte contre la fraude du système carte bancaire pendant des années. Il y a une dizaine d'années, on a mis en place des outils de scoring très perfectionnés. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a des taux de fraude plus faibles lorsqu'en fait, on est en modèle de scoring only. C'est-à-dire lorsque l'utilisateur n'est pas dans la boucle du processus d'authentification. C'est contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que chaque fois que vous allez utiliser votre application d'authentification bancaire pour sécuriser une transaction de paiement par carte, ce sera plus sûr que s'il n'y en a pas. Alors bien sûr, s'il n'y a rien, c'est bien mieux. Mais s'il y a un moteur d'intelligence artificielle qui est perfectionné, eh bien c'est encore meilleur. Voilà. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, le maillon faible, et c'est ce que disait David, c'est malheureusement souvent l'humain. Voilà, donc, et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de BeConnect, on a mis vraiment l'accent, au-delà de la fluidité des parcours, sur aussi le moteur d'intelligence artificielle, parce que, par expérience, on sait qu'on aura
on sera encore plus performant dans une fluidité extrême que lorsque... Mais, et il y a une dimension pour moi un peu sociologique, presque psychologique, ça ne peut pas être tout magique en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'utilisateur qui va cliquer sur un bouton, qui va accéder à son compte ou à son service Internet, sans jamais avoir une action à réaliser, il pourra se poser des questions. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on sera dans un taux 80-20, 80% d'authentification purement frictionless, comme on dit dans notre jargon, et 20% d'active avec l'ouverture de l'application d'authentification bancaire, pas uniquement pour des aspects de sécurité, mais aussi pour donner le sentiment à l'utilisateur qu'il est aussi acteur de sa sécurité. Et ça, c'est un point important. Et je rejoins ce que disait David et ce que disait Denis. La pédagogie, l'information, l'explication de tous ces enjeux de cyber, expliquer le plus simplement possible, ce que font remarquablement bien nos amis de la police et de la gendarmerie, c'est hyper important aujourd'hui pour finalement expliquer, parce que c'est pas si compliqué que ça, expliquer, pour justement donner confiance en ces deux différents outils et faire en sorte qu'on puisse généraliser les différents outils de confiance qui nous sont proposés aujourd'hui. Peut-être oui, juste en 10 secondes. C'est aussi pour tout ça que c'est hyper important d'avoir des solutions techniques qui soient fluides, ergonomiques, avec voilà, des adaptatives, etc. Parce qu'on a vu beaucoup de projets autour de ces sujets-là qui ont soit été longs à déployer, soit qui ont échoué tout simplement, ou voire même qui ont été déployés mais qui derrière ne sont pas utilisés ou détournés. Donc en fait, en plus, on croit qu'on a mis en place des solutions, mais à la fin, en fait, ça sert à rien. Et parce qu'on n'a pas voilà, suffisamment d'intégration, suffisamment facile avec les applications et le métier. Donc il n'y a rien de pire en fait, hein, du coup, parce qu'on n'a pas du tout, on a dépensé de l'argent, on s'est délégitimé auprès de ses pairs, et à la fin, en plus, on n'a même pas augmenté vraiment le niveau de cybersécurité. Peut-être juste pour rebondir sur ce que disait Pierre, effectivement, dans 20% des cas, effectivement, on va avoir une authentification mobile bancaire. Dans les 80% des cas, il n'y a pas rien. En fait, effectivement, la personne va cliquer sur le bouton BeConnect, mais il y aura bien une authentification. C'est une authentification du device sur lequel vous êtes en train d'utiliser et qui est couplée en fait à la prise en compte du contexte d'utilisation. Donc, est-ce que je suis toujours sur le même device? Est-ce que c'est la même empreinte du device? Est-ce que je suis au même endroit, à la même heure, etc. Donc, en fait, le modèle, il est auto-apprenant, non pas par rapport à la multitude de la population, mais par rapport à vous-même, à vos habitudes. Donc, c'est ce qui va permettre de savoir si effectivement vous êtes bien derrière l'écran ou pas derrière l'écran, et le fait qu'on vous fasse confiance. L'autre point aussi, quand on parle d'ingénierie sociale aussi, en fait, c'est les vols massifs de données personnelles. Finalement, enfin, moi, perso, je sais que mes données personnelles sont déjà sur le dark web, parce qu'il y avait Free et la PHP avant, effectivement, et alors la totalité de mes données personnelles, hein, c'est assez incroyable. Donc faire un mail de phishing qui ressemble à quelque chose, c'est assez facile quand même, hein, et donc vous pouvez vite tomber dans le panneau. Mais ça veut dire quoi derrière? Ces vols massifs de données, c'est pas le particulier qui s'est fait ficher qui a permis d'extraire toutes ces données personnelles. C'est d'autres types de comptes qu'il fallait sécuriser, donc les types d'employés, les types de partenaires, d'objets machines, etc. Et là, ce sont d'autres types de projets très organisationnels, très fonctionnels, etc., qui nécessitent aussi pas que des compétences techniques, mais derrière, c'est la question aussi de se dire, aujourd'hui, quand on regarde les solutions sur le marché, il y a des solutions pour les employés, il y a des solutions pour les partenaires, il y a des solutions pour le B2C, pour les machines, etc. C'est très compliqué à intégrer. Avoir une vision globale pour le RSSI du niveau de risque associé aux identités, et en fait avoir des solutions qui rationalisent. Qui est responsable de cette prise en compte globale? Est-ce que c'est le RSSI? Est-ce que c'est à un autre niveau que cette dimension doit être prise en compte? C'est une très bonne question. Le RSSI est acteur, mais ce n'est pas le porteur du projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, un projet autour de l'identité n'a pas qu'une dimension sécurité. Ça apporte aussi une amélioration de l'expérience utilisateur. Ça, c'est important. Évidemment, il y a une dimension sécurité, mais c'est aussi un moyen de faciliter le business. Si on prend le cas de BeConnect, de dire qu'en fait, on va augmenter le taux de conversion pour les sites de e-commerce, c'est ce qui les intéresse avant tout. J'ai presque envie de dire que le particulier se fasse ficher, c'est presque pas leur problème. Par contre, augmenter leur chiffre d'affaires, ça les intéresse énormément. Et donc là, c'est le métier. Et c'est un sujet à ne pas dissocier des identités de mes collaborateurs ou de mes consommateurs. Enfin, c'est aussi une dimension quand même nouvelle, peut-être. Oui, tout à fait. Bah, ça, c'est lié aussi au fait, avec la transformation du système d'information, l'entreprise étendue, l'ouverture, le move to cloud. En fait, on se rend compte que finalement, les SI changent, la digitalisation des services, mais il y a une chose qui reste stable,
c'est qu'on a tous forcément au moins une identité numérique dans un contexte. Je dis au moins une parce qu'en fait, dans la réalité, on a plein d'identités numériques. On a l'identité numérique personnelle, celle en tant qu'employé, celle en tant que partenaire de d'autres entreprises, etc. On en gère de multiples. Il faut toutes les sécuriser. Messieurs, est-ce qu'on peut encore créer un leader européen sur ces sujets-là? J'espère. En tout cas, nous, c'est notre ambition de devenir le leader européen de l'AIDAS, effectivement. Donc, effectivement, et ça, c'est important aussi. Pourquoi que je dis leader européen de l'AIDAS? Parce que tous nos compétiteurs majeurs sont de l'autre côté de l'Atlantique, en fait, globalement, et sont soumis aux lois extraterritoriales. Donc, dans un contexte aujourd'hui politique où on sait que c'est un peu difficile d'avoir une garantie de protection de vos données personnelles qui sont protégées contre le Cloud Act et d'autres lois comme la FISA, etc. Je pense que c'est important. Et d'avoir un acteur innovant. Aujourd'hui, on est la seule plateforme qui, effectivement, au niveau mondial, est capable de couvrir toutes les identités numériques sur tout le spectre de l'IAM. Mais plein d'entreprises vont préférer dire j'ai Microsoft, c'est Microsoft qui va gérer mes identités, ça sera plus simple. Et pourquoi passer par un acteur comme Memority alors que j'ai déjà Microsoft? Très bonne question. Alors effectivement, quand vous êtes Microsoft, et Microsoft propose des choses, effectivement, en particulier tout l'aspect SSO, ils le font très bien pour la partie employée quand vous avez souscrit Office 365, parce qu'en plus c'est gratuit, ça a le bon goût d'être gratuit, donc pourquoi ne pas l'utiliser? Mais en fait, il ne couvre pas tous les types d'identités. Nous, je vais reprendre des exemples comme Valeo ou Stellantis. Les employés n'ont pas tous Office 35 chez eux. L'école blanc, oui, mais l'école bleue, ils n'ont pas accès à Office 35. Il faut quand même bien sécuriser leur accès au système d'information, au système industriel, etc. Donc il y a un vrai sujet pour tous les partenaires. Et après, tout gérer le cycle de vie de l'identité aussi. Ça, c'est des choses que Microsoft ne sait pas très bien faire. Donc, et la grosse particularité des acteurs américains, c'est que vous utilisez leur solution Aziz. Vous ne les configurez pas trop. Et donc souvent parce qu'on se pose beaucoup de questions de la stratégie de la data, mais la stratégie effectivement de l'accès à cette data. On a deux personnes qui vont peut-être participer au débat avec nous en fait. La stratégie de la data, des réactions, Nolwenn? Oui, je pense que quand on a la chance d'avoir des solutions européennes qui techniquement sont valides, qui ont déjà des track records, c'est bien, voilà aussi, voire même c'est responsable d'essayer de continuer à les accélérer et que sur le sujet des identités, mais je dirais plus globalement sur les sujets de cybersécurité, on a de la chance en France d'avoir plein d'acteurs de la tech qui tiennent la route, qui couvrent presque tout le spectre des solutions de cybersécurité. Et puis que collectivement, je crois qu'on a les moyens de les faire accepter. On a tous une responsabilité, les sociétés de services, pour les proposer et peut-être les acteurs publics pour les inciter aussi. Les acteurs publics, les acheteurs grosses ou moins grosses entreprises. Et en fait, il n'y a pas de fatalité à accepter que des solutions extraterritoriales. Et puis, on n'est pas non plus obligé d'avoir des stratégies binaires. Je pense qu'on est... on a aussi... on peut utiliser Microsoft et Memority. Exactement. Pierre, pourquoi le choix de Memority d'ailleurs? Pour revenir sur cette dimension souveraine était un enjeu pour toi? Elle est évidente. L'enjeu, c'est la protection de nos données, de vos données. Donc il était hors de question pour Biconnect et pour nos actionnaires bancaires de faire le choix d'un acteur, entre guillemets, où on n'aurait pas été totalement protégé du Cloud Act américain. Voilà, donc si on regarde bien les acteurs qui sont capables de porter ça à une échelle, dans un premier temps nationale, mais potentiellement plus large, et avec, je dirais, une opérationnalité qui nous garantisse effectivement cette innocuité par rapport au Cloud Act, il n'y avait pas 36 000 acteurs, à la fois en termes de plateforme, mais aussi en termes d'hyperscaler. Donc voilà, pour nous, c'était indispensable de faire des choix qui soient cohérents par rapport à notre ADN. Notre ambition, c'est de faire en sorte que vos données ne soient totalement protégées, ne puissent pas être accessibles par un juge américain. Ne se retrouvent pas dans le dark web. Voilà, et qu'elles, entre guillemets, ne soient pas monétisées. Parce que vous avez des solutions qui aujourd'hui existent, qui fluidifient les parcours de login, mais par contre, toutes vos données de connexion, elles sont connues, elles sont monétisées, donc c'est gratuit, mais c'est parce que, comme dit l'adage, c'est vous le produit. Donc l'enjeu pour nous, c'était effectivement de garantir à ces 42 millions de personnes en France cette
parfaite, je dirais, étanchéité. J'irai même plus loin. Il faut que vous sachiez que la banque, quand, dans les 20% des cas, quand elle va authentifier, quand elle va vous authentifier, parce qu'on aura un score qui fait qu'il y a un petit risque, et donc on aura une authentification active, ben la banque, elle ne saura même pas sur quel site vous vous êtes connecté. Et ça, c'est fondamental. Il faut qu'il y ait aussi une étanchéité totale des mondes. Parce que sinon, on pourrait imaginer, ben alors comment ça se fait que la banque, elle puisse connaître mes habitudes de connexion. Non, hors de question aussi que nos banques, ce sont nos actionnaires, mais ce sont nos fournisseurs de services. On a une relation contractuelle avec elles comme fournisseurs de services d'authentification. Et elles rendront des services d'authentification pour BeConnect. Donc elles ne verront que BeConnect. Elles ne verront jamais sur quel site vous vous êtes connecté. Et ça, pour nous, c'est aussi fondamental. Parce que quand on parle de protection des données, de garantie, de confidentialité, etc., ben encore une fois, ce n'est pas que du slideware, quoi. Voilà. Parce qu'on en a un peu soupé, je pense, un certain nombre d'entre nous, de ce slideware, qui annonce plein de choses, mais qui derrière, où il n'y a pas grand-chose. Donc nous, on a fait en sorte d'être à la hauteur de ce qu'on peut dire. Voilà. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Bonjour. Au niveau de BeConnect, est-ce que c'est uniquement mobile ou est-ce qu'il y a également une déclinaison PC? Et derrière ça, ma question, c'est sur l'intégrité des devices dans le cas où il y aurait des malwares donc, qui ne sont pas vus par, alors on va dire malware visant Windows, style les stealers, qui en sont en PowerShell ou comme ça, qui sont totalement invisibles pour les antivirus, mais qui peuvent être présents et collecter des identifiants, on va dire, parce que le phishing marche bien, mais il y a un courant qui est en train d'arriver de plus faire de bruit, que ça soit plus visible. Donc, je me posais la question. Alors, déjà, première réponse, oui, c'est multi-device. Donc, quand vous aurez BeConnect, vous aurez un smartphone, vous aurez une tablette, vous aurez un laptop, deux laptops, trois smartphones. Vous aurez ce que vous voulez. Et le dispositif de scoring dont j'ai parlé, le moteur de scoring basé sur 3 cylindres, on pourra y revenir, vous permettra d'avoir autant de devices que vous souhaitez. Donc, c'est la première question. Le sujet de la sécurité, encore une fois, c'est un moteur qui est mis en œuvre au niveau de Memority et qui va être opéré à chaque transaction, dans un modèle où la sécurité va être déportée sur la plateforme de BeConnect. Donc déjà, on limite au maximum le risque que vous évoquez. Maintenant, ceux qui ont la prétention de dire qu'ils sont risque zéro, ceux-là, moi, je ne les crois pas. Voilà. Donc le risque zéro n'existe pas, il n'existera jamais. Le tout, c'est d'avoir des professionnels, de faire appel à des professionnels qui sont en capacité de détecter. Et nous avons mis en œuvre sur BeConnect une plateforme, ce qu'on appelle d'observabilité, avec nos amis de Thales, qui ont quand même un peu de référence dans ce domaine-là, qui vont être capables de détecter tous les signaux faibles, nous permettant de dire « Ah, il y a potentiellement une vulnérabilité quelque part. » On va prendre d'autres questions, parce qu'il y a 4 minutes. Bonjour à tous. Encore pour BeConnect, décidément, vous faites le buzz déjà. Si j'ai bien compris, pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels? Non. Aujourd'hui, uniquement pour les particuliers. Et quid de la périodicité à laquelle... Ah maintenant, du coup, pour les particuliers, on n'a pas besoin de changer périodiquement nos mots de passe. Mais vous êtes en train de nous dire que ça va nous ôter cette fastidieuse tentative de mettre dans KeePass ou autre, ou dans un calepin, jamais à gérer ça. Dans un fichier Excel. Vous allez poubelliser définitivement tous ces outils. J'ai du mal à croire votre outil magique, comme vous disiez, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Alors c'est les banques qui vont nous taxer en plus. Pour vous, c'est gratuit, mais si prenons le cas où vous allez avoir un grand site de e-commerce qui va intégrer le bouton BeConnect, lui, il devra payer la connexion. Le service sera payé quand même. Mais comme je l'ai dit, avec un retour sur investissement positif. Au final, vous payez quand même, mais c'est très bien. Merci. C'était également pour BeConnect, désolé. Mais du coup, comme vous venez de dire que c'était multi-device, quels seront les moyens d'authentification justement sur les ordinateurs? Parce que de ce que j'avais compris, c'était surtout sur le smartphone. Donc la quid si on se volait le téléphone. Et puis également, vous aviez dit que non, les banques ne sauront pas sur quel site on se connecte. J'ai envie de dire si, puisque généralement, si on se connecte sur un site, c'est pour faire un achat. Et les banques savent où part l'argent quand on fait un achat. Ça, c'est un autre sujet. Nous, on gère le check-in, on ne gère pas le check-out. Alors, sur votre question,
très bonne question, parce qu'effectivement, un smartphone, c'est un device personnel. Une tablette, c'est en général un device personnel, mais un laptop ou un PC, c'est pas forcément personnel. Et vous verrez, quand vous serez amené à créer votre compte Biconnect là, au mois de septembre, quand vous allez utiliser, par exemple, un ordinateur pour créer votre compte Biconnect, on vous demandera à la fin, est-ce que c'est un device personnel ou pas? Et si ce n'est pas un device personnel, eh bien vous serez authentifié activement par votre banque à chaque transaction. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous voyez ce que je veux dire? Pour un autre intervenant de Biconnect. On discutera, vous allez boire un verre avec nous au-dessus. Après, tout à fait. Oui. Bonjour, j'ai une question pour Francis Grégoire. Vous avez brièvement évoqué, enfin très brièvement, mais évoqué l'environnement IDAS. Comment vous vous positionnez face à l'arrivée des wallets d'identité numérique et de l'arrivée des attestations électroniques d'attributs? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Quel regard vous portez sur cette évolution réglementaire majeure? C'est une bonne question et très intéressante. Alors, on n'est pas en concurrence déjà, c'est un autre métier, hein, les wallets européens et autres wallets, puisque ça permet effectivement d'authentifier, mais aussi de faire du partage de données entre différentes parties. Et nous, on s'intégrera avec ces solutions-là, effectivement, pour les utiliser pour une authentification, aussi bien du particulier que potentiellement en entreprise ou pour des systèmes régaliens, et aussi pour pouvoir potentiellement, avec le consentement d'utilisateur, partager des données avec des tiers. Voilà. Donc absolument, juste une intégration technique. J'étais d'ailleurs il y a 2-3 semaines à un séminaire banque où on parlait justement de tous ces wallets, etc. Et en cours, parce qu'il y a des pilotes qui sont en cours sur différents sujets. Et donc, pour nous, c'est des opportunités, effectivement. C'est des nouveaux moyens à la fois d'authentification et de partage de données sur lesquels on devra s'interopérer, de la même façon qu'on doit s'interopérer avec un France Connect, avec du FIDO, avec du Windows Hello, etc. C'est qu'un nouveau moyen. Je pense qu'on arrive au point de conclusion de nos échanges. Donc, avant de remercier nos intervenants, donc on l'a vu, hein, la fraude aujourd'hui, elle est systémique à toutes les échelles. Donc, la réponse, elle n'est pas que réglementaire, hein, elle est hybride, elle est technologique, organisationnelle et réglementaire. Et puis, on a vu le message, on a une vraie opportunité en termes de souveraineté, de s'en saisir, d'être dans cet élan, effectivement, de solidarité, opérationnelle. Il y a des solutions. Et puis, il y a des initiatives qui impliquent les plus grandes banques de la place. Donc, on va pouvoir conclure, les remercier, les applaudir, les remercier d'avoir joué le jeu. Et puis on se retrouve pour prolonger ces chances sur la score. Alors il y a traditionnellement dans mes animations un petit selfie à faire, donc je vais proposer à mes invités de me rejoindre, de faire une petite photo et puis mettre de l'ambiance. Retrouvez-nous pour le cocktail. Voilà, on vous attend pour le cocktail. Venez et vous pouvez les applaudir encore. Merci d'avoir été avec nous, bravo.